Lorsque j'ai évoqué ma rencontre avec les Tziganes de Belgique et puis les premiers développements dans ma découverte de la complexité de leur société, euh, je voudrais revenir un moment sur cet aspect parce que le, le- si l'ethnozoologie m'a d'abord guidé pour recueillir des informations, euh, d'un autre côté, en dehors du terrain que je pratiquais, il n'y avait pas grand-chose en termes de littérature sur les populations tziganes de Belgique. Pas grand-chose si ce n'est euh, un ouvrage d'un Belge qui avait vécu auprès de groupes tziganes avant la Deuxième Guerre mondiale. Et ces groupes allaient connaître les camps de concentration et une destruction abominable au cours de la guerre. De 350 qu'ils étaient avant-guerre, ils se sont retrouvés et emprisonnés. À Auschwitz, ils se sont retrouvés 13 à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Donc vous voyez le désastre. Ce chercheur, ce jeune qui avait travaillé, qui avait vécu auprès des Tziganes, s'appelait Jan Jours. C'était quelqu'un qui était issu d'une famille d'artistes, qui avait des contacts avec Jan Olbrechts. Jan Olbrechts est un anthropologue culturaliste belge qui professait à l'université de Gand avant-guerre et qui était culturaliste et qui avait poussé Jan Jours à écrire. Et en même temps, je pense qu'il avait façonné un regard culturaliste chez Jan Jours, au point que ce document, qui est assez célèbre parce qu'il a été publié en langue anglaise, en langue française, en langue néerlandaise. En langue française, J'ai vécu chez les Tziganes, ou Tziganes, c'est paru chez Phoebus il n'y a pas tellement longtemps. Cet ouvrage, souvent conçu comme un ouvrage de référence, est en fait un ouvrage qui rigidifie la réalité tzigane vue par un enfant au contact de quelques amis appartenant à un groupe parmi d'autres. Et donc on avait une vision très centrifuge de cette réalité. L'erreur manifeste, mais que j'ai commise comme d'autres, c'était de prendre cette vision comme étant une réalité et comme étant la vision partagée par l'ensemble des Tziganes et celle que l'on pouvait continuer à décrire sur les Tziganes. Et pourtant, disons que c'était intéressant de pouvoir emprunter cette vision, c'était tentant, d'autant qu'un autre anthropologue belge avait côtoyé Jan Jours après la Deuxième Guerre mondiale, c'est Luc Deheusch. Luc Deheusch qui avait été contacté par Jan Jours, si ma mémoire est bonne, et qui avait alors avec lui fait, je dirais, des visites ou un voyage en Belgique même et puis jusqu'en ex-Yougoslavie pour aller à la rencontre des, des- des derniers membres de ces familles connues par Jan Jours avant-guerre et puis qui avaient été décimés dans les camps. Et Luc Deheusch avait émis un petit bouquin sur les Tziganes où il théorisait en fait la vision centrifuge et culturaliste de Jan Jours. Et voilà les deux éléments que je pouvais posséder et qui parlaient de mes Tziganes. Il y avait un autre ouvrage, un ouvrage d'un linguiste de l'Université de Bruxelles qui avait été écrit en 1950-55. C'était un ouvrage de Franz De Ville qui évoquait les Tziganes, et notamment ce qu'ils avaient enduré au cours de la Deuxième Guerre mondiale, et une part de leur résistance. Il y avait un personnage un peu curieux qui transparaissait de ses écrits, un certain José Pirnet, qui aurait été
un personnage central de la résistance à Verviers, mais bon, pas de traces ultérieures. Et donc j'avais ça. Mais donc la tentation, d'une certaine manière, en dehors de faire de l'ethnozoologie, c'était de faire un peu de tout. Et puis finalement, c'est la réalité vécue par mes tziganes qui allait m'orienter. Et puis aussi le fait que être assistant à l'université de Louvain sur des fonds, du fonds de la recherche fondamentale collective, c'était intéressant, mais ça n'avait qu'un temps. Et après 4 années de recherche, il n'y avait plus de budget, il fallait faire autre chose. Mais j'étais en thèse, j'étais en couple. Donc il était nécessaire de trouver du travail. Et ce travail, je vais pouvoir le trouver au Centre de recherche tzigane de Paris 5. Jean-Pierre Liégeois m'avait proposé 2 choses. D'une part, de monter chez lui avec un autre jeune anthropologue français, qui est un peu plus âgé que moi, mais qui allait avoir une carrière importante, Patrick Williams. Nous allions monter ensemble le pôle anthropologique de ce centre de recherche qui avait aussi un pôle sociologique avec Jean-Pierre Liégeois, un pôle psychosociologique, un pôle historien, etc. Et donc c'était tout à fait intéressant. Et alors, d'un autre côté, il me proposait, avec Patrick Williams, de faire une étude sur les pratiques de déplacement des tziganes en France. Et c'était une étude qui était commanditée par le ministère des Affaires sociales, mais on avait toute latitude pour les mener. Et donc, on avait à notre disposition un très grand nombre de rapports de recherche, de rapports d'association sur la situation des tziganes en France. Et la tradition d'ailleurs scientifique en France était beaucoup plus développée qu'en Belgique par rapport à la connaissance qu'on peut avoir des tziganes. Mais le deuxième volet n'était pas livresque, c'était une recherche de type ethnographique, et on avait décidé, Patrick Williams et moi, de suivre une trentaine de familles. Lui avait ses familles qu'il connaissait depuis son enfance, et moi, j'avais des familles, mais pas françaises, belges. Par contre, les familles belges les familles belges que je connaissais m'ont dit, mais tiens, tu vas en France, va voir telle famille, ce sont mes cousins, va voir telle autre famille, ce sont mes lointains cousins, ça c'est le frère de mon père, etc. Donc je suis entré en contact avec ces différentes familles. Bon. Cette recherche va durer 2 ans. Mais elle va être tout à fait importante parce qu'elle va me permettre d'abord de m'autonomiser en tant que chercheur, et que chercheur, après le départ de Patrick Williams, un chercheur qui dirige une recherche dans un centre scientifique, d'ailleurs lié à la Sorbonne, donc c'était prestigieux, et puis aussi qui me sortait non seulement de la Belgique et de la France, mais du continent, parce que cette recherche avait également deux ouvertures, une vers la Grande-Bretagne et une autre vers l'Italie. Et donc je commençais scientifiquement à aborder une réalité tzigane perçue bien sûr après quelques années comme plus complexe que prévu, et qui allait encore davantage être étayée dans sa complexité par des ouvertures dans les pays voisins. Alors ça a été vraiment très important. Ça a été un tournant pour moi de faire cette recherche-là, parce que je vais être reconnu par les autres chercheurs de langue française sur les tziganes, et aussi je vais être reconnu par le milieu associatif, qui était en guerre, plus ou moins larvée, avec les chercheurs universitaires. Les chercheurs universitaires reprochant que les travailleurs sociaux et autres associations bénévoles soient des agents de l'État pour une assimilation des tziganes, et les travailleurs sociaux et mouvements associatifs reprochant aux chercheurs de venir les piller, de venir piller leur savoir pour édifier le leur. Et donc moi j'étais un petit peu bien vu par les deux, et donc c'est quelque chose qui allait me servir ultérieurement au début des années 90, lorsque
il allait être question de prendre la direction d'une revue scientifique consacrée aux tziganes, la revue Études de Tziganes. Une revue qui avait été lancée dès les années 50, en 1955, le premier numéro, une revue qui avait été lancée par une cohorte d'universitaires, mais aussi de conseillers d'État et de gens qui étaient proches du monde forain et en même temps issus de la bonne bourgeoisie. Donc c'était plus complexe, ça émanait de la société française ou du bon milieu de la société française et pas de l'université, mais c'est une revue qui avait d'abord été logée au Trocadéro, au Musée de l'Homme, et puis qui après, petit à petit, a eu ses vicissitudes. J'y reviendrai. Cette première recherche a donné lieu sur les pratiques de stationnement et de déplacement, allait au moins aboutir à une conclusion sur le plan scientifique, c'est que les routes des tziganes en France n'étaient pas des routes particulières, c'était le réseau routier communal, départemental, national, les autoroutes, qu'empruntaient aussi tous les citoyens français et autres touristes. Et donc, ça avait un avantage, c'était effectivement, pour moi, et pour ceux qui allaient lire le rapport, de mieux considérer les tziganes non pas comme étant un groupe de gens de passage et installés à titre étranger dans le pays qu'ils, entre guillemets, occupaient, mais c'était des gens qui appartenaient à une société bien déterminée. Et alors cette affaire-là, cette appartenance à une société, mais avec des situations administratives très, très particulières, des titres de circulation qui étaient vachement négatifs à leur égard, qui étaient des titres de contrôle plus exactement, aussi bien en Belgique que surtout en France et dans d'autres pays en Europe. C'était intéressant. Et mon approche historique pour la thèse allait conforter encore cet aspect-là. Parce que les tziganes, c'était jusqu'à aujourd'hui, peut-être de moins en moins aujourd'hui, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est une population de culture orale essentiellement. Elle n'a pas écrit sa propre histoire. Elle n'élabore d'ailleurs pas sa propre histoire selon les critères du monde scientifique occidental. Et donc, c'est par les données en archives que je pouvais reconstituer ce qu'ils étaient, et notamment à travers les états civils. Et les états civils ne me parlaient pas de gens qui étaient des étrangers, mais bien de gens qui étaient parfois installés dans des villages. En Alsace, les ancêtres de ceux que j'ai rencontrés sur la route étaient des gens qui étaient restés parfois jusqu'à 5 générations dans le même village. Parfois quitter ces villages, mais pour y revenir en hiver. Donc j'entrais en contact insensiblement avec une réalité nomade, peut-être dans un premier temps, mobile plus certainement, beaucoup plus complexe que prévu. Et donc, c'est petit à petit vers cette approche de la mobilité que j'allais cerner ces populations. Je n'étais pas personnellement angoissé par le fait de conjuguer la dimension ethnographique et la dimension historique. Parce que pour moi, ça allait de soi. J'avais dit à ma mère et à mes parents que je voulais devenir historien et ethnologue dès l'âge de 12 ans, mais j'étais un féru d'histoire. Et quand j'ai suivi les premiers cours d'anthropologie à Louvain, notamment avec Doutreloup, j'ai rencontré un auteur qui deviendra mon auteur de base en anthropologie et son ouvrage, mon livre de chevet pendant de nombreuses années, c'est André Leroi-Gourhan. Et André Leroi-Gourhan, qui était préhistorien, mais en même temps ethnologue de la Chine, qui avait un regard anthropologique sur le développement de l'humain, le développement de l'humanité depuis la préhistoire et même avant jusqu'à aujourd'hui, en passant par les grandes civilisations qui ont marqué l'Antiquité, moi ça me mettait à l'aise. Ça me permettait de penser à une anthropologie qui allait être non pas condamnée à des terrains localisés, mais en même temps qui pouvait se dévoiler à l'échelle
des macro-sociétés et de l'histoire. Et donc, c'était pour moi une véritable base de référence. Et c'est d'ailleurs à ce titre-là que je me suis dit, travailler sur les tziganes sur 200 ans, comme ça allait apparaître, eh ben, c'était pas une affaire folle. C'était long, parce qu'en fait, ce n'est pas une recherche anthropo-historique que j'ai menée, mais c'est une recherche de type ethnographique conjuguée à une recherche de type historique. Après, oui, on pourra dire que c'est de l'anthropologie historique. Mais c'est une recherche qui m'a véritablement passionné et puis qui a continué dans le contexte de la recherche sur les pratiques de déplacement en France, et puis ultérieurement qui a continué avec des aides diverses, tantôt une bourse, tantôt un autofinancement, tantôt un emploi plus ou moins précaire. Mais ce financement ne pouvait pas durer. Cette précarité ne pouvait pas durer. Et j'ai tenté de reprendre pied avec le monde universitaire belge en l'occurrence. En France, on avait eu au début des années 80 un souffle, véritablement une promesse d'ouverture et de fonds assurés pour les sciences humaines avec l'arrivée de Mitterrand au pouvoir. Mais c'est une promesse qui n'a pas été complètement satisfaite, loin de là, puisque les postes en sciences humaines étaient réduits à leur portion congrue, et dans la science humaine, la place des tziganes était absolument quasi nulle. Donc c'est pas vers cet espace-là que je cherchais à m'installer, c'est plutôt en retournant vers la Belgique. Mais je peux vous dire que retourner vers la Belgique avec une recherche sur les tziganes, au 100 lieu des préoccupations sur les rapports entre les Flamands et les Wallons, au 100 lieu des préoccupations entre le monde laïque de l'université de Bruxelles et les mondes chrétiens d'autres universités, dont celle de Louvain, et que sais-je encore, eh ben, c'était rien du tout. Alors, bien sûr, c'était la mobilité, c'était le nomadisme, mais ce n'était pas le monde africaniste. Or, en anthropologie en Belgique, c'était le monde africaniste, point à la ligne à cette époque-là. Donc, j'avais très peu de chance. Et donc, j'ai tenté de faire comprendre à des interlocuteurs universitaires que ma recherche était intéressante. Et pour ça, j'ai fait un détour par le tourisme. J'ai enseigné, figurez-vous, le tourisme chez Berlitz pendant 2 ans. Et puis alors, j'ai enfin été pris au sérieux par l'université de Louvain, qui était en train de lancer un programme de recherche sur le tourisme. Et donc, dans ce programme de recherche, il y avait une dimension anthropologique qui était mise en valeur. Et donc, j'ai donné un cours pendant 3 ans d'anthropologie du tourisme. Et à partir de là, j'ai repris pied à l'université de Louvain et j'ai pu obtenir tantôt des cours de méthode, tantôt des cours d'histoire de la communication. Enfin, j'ai fait le supplétif intellectuel pendant une dizaine d'années, je dirais, à l'université de Louvain, alors qu'au début des années 90, j'allais être recruté comme directeur de la revue Études Tziganes à Paris. Et donc, voilà un peu ce mouvement. Finalement, la thèse va être défendue en 1992. C'est une thèse donc dirigée par Louis-Vincent Thomas. C'est une thèse avec un jury d'anthropologues ou de sociologues. Il y avait Patrick Williams, il y avait Andrea Kuhn, il y avait d'autres personnes, je ne reviens plus sur le nom, mais qui était le directeur à l'époque du laboratoire d'anthropologie urbaine du CNRS, dans lequel j'allais être inséré à titre de chercheur associé. Ce laboratoire avait été fondé par Colette Pétonnet, et donc
c'était un laboratoire qui pouvait accueillir des recherches un petit peu euh, borderline sur des mondes qui n'étaient pas canonisés, comme le monde des Tziganes.